Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui. On va voir un live un peu particulier. J'espère que vous êtes bien installés. Oui, non, faites signe, m'envoyez des petits cœurs, n'hésitez pas à partager, envoyez des petits commentaires. On va attendre que tout le monde arrive et puis on va commencer. Donc ça va être comme je vous disais, un live sur un sujet un peu particulier parce que on a invité quelqu'un. Donc pour vous parler, pour vous donner quelques conseils, pour partager un petit peu son expérience, pour vous aider, donc vous en étudiant ou ancien étudiant de O'Clock, ce live est pour vous d'ailleurs, on a décidé de le faire public parce que comme ça on évite qu'il y ait des jaloux, mais on a avant tout pensé à vous, les étudiants de O'Clock et les anciens étudiants de O'Clock. Dans une situation qui est une situation que vous connaissez tous ou que vous vous apprêtez à connaître, qui est le moment où vous terminez la formation et vous vous lancez du coup sur le marché du travail et vous allez du coup convaincre des entreprises, des recruteurs ou des clients, si vous êtes freelance, que vous avez les compétences et que vous êtes la femme ou l'homme de la situation. Alors évidemment, donc c'est centré sur la recherche d'emploi, mais tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner sont utiles aussi pour les étudiants qui sont actuellement en formation et qui évidemment traversent des moments un petit peu compliqués parce que la formation est intensive, elle est technique, etc. Donc évidemment que c'est des conseils qui sont utiles aussi pour vous. Vous allez avoir la possibilité d'intervenir, vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Moi je vais recevoir du coup vos questions ici, voilà, donc voilà, je les vois s'il y a des questions. Je les poserai du coup à notre invité. Alors, qui est notre invité? Il s'agit donc de Aurélien Duarte, qui a été 7 fois champion du monde de boxe thaï et kickboxing. Donc, c'est un monsieur qui a appris quelques petites choses, vous allez voir, et qui pense notamment que les choses, elles se passent plutôt là-dedans que là-dedans. Et vous verrez ça, il va vous le dire tout de suite. Si vous êtes prêts, moi je vous propose d'accueillir tout de suite du coup Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Dario, merci pour cette chouette présentation et cette belle énergie. Et bonjour à tous les étudiants, élèves et tous ceux qui sont derrière leur écran. J'aimerais tellement pouvoir vous voir et interagir avec vous. Tu vas voir plein de questions. Ah super. Bienvenue encore. Du coup, Aurélien, ce que je te propose, c'est de commencer déjà par te présenter. Moi, j'ai dit 2 petites choses sur toi, mais je pense que tu auras beaucoup plus de choses à dire. Et ensuite, on va embrayer du coup avec les questions. Super. Déjà encore un grand merci pour tous les étudiants qui sont là. Attends-toi à quelque chose de différent, de chamboulant. Donc assieds-toi si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans la sincérité, dans des angles de vue et des approches qui sont déstabilisantes parce que vivre, c'est re-questionner et chambouler toutes ces valeurs sûres qui sont plus d'actualité. Donc voilà, je préfère te prévenir, ça va être agréable, ça va être poétique, ça va être enrichissant, nourrissant et pas que. Parce que j'ai une sincérité totale, bienveillante et que j'arrive à appliquer avec le plus de douceur possible. Mais là, ça va être un beau voyage et je suis très content d'être là. Avant de commencer, là, je me trouve à l'INSEP, là, à l'Institut national du sport français. Donc, tu vois, premier peut-être apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, j'enseigne dans cette structure. Et il y a 20 ans, quand j'étais athlète de haut niveau, mon sport n'y était pas reconnu, on se faisait virer d'ici. Et tu vois, 20 ans après, je viens y enseigner. Donc, voilà, une première petite leçon. Donc, je suis très, très joyeux parce que j'avais une promotion d'une 15aine de jeunes athlètes qui, justement, on les connecte à l'importance du périsportif, d'apprendre à lire, à écrire, à avoir d'autres aspirations et d'autres envies. Donc, je suis très ému, très joyeux, très énergisé, très motivé et j'ai hâte du début. Pour compléter ce que tu as dit un peu, Dario, donc ouais, voilà, je suis un ancien champion du monde de kickboxing, de boxe thaïlandaise et de karaté, et notamment des disciplines très, très dures. Et la grande particularité, parce qu'on est nombreux à avoir des palmarès étoffés comme ça, surtout en France, la particularité, c'est que j'étais un enfant fragile. Tu vois, ce grand gaillard que tu vois là aujourd'hui, et je ne suis pas né comme ça, Je vais avoir 49 ans en octobre, et avant de faire presque 1m90, j'étais un enfant fragile, je vais te faire simple, jusqu'à 13-14 ans, des redoublements, des fractures, le petit garçon pas propre, qui a peur. J'avais développé une personnalité introvertie, des déménagements, papa pas là, les foyers, la DAS, tous ces aventures de la vie que parfois on a oubliées, et que peut-être toi aussi, c'est vraiment la base. Donc ça peut surprendre que j'en parle dès le début, mais je me mets à nu pour que tu saches qu'aujourd'hui, on va parler de l'émotionnel, on va parler de l'invisible, de tout ce qu'on n'a pas regardé. Et ça va être peut-être intéressant de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour aller justement sur ces terrains parfois sensibles et qu'on pense fragiles.
Bah, je te remercie pour cette franchise. On sent une franchise profonde en toi. Tu as commencé déjà par les points qui déstabilisent, peut-être les points qui montrent l'humanité et le fragile en soi. Alors que forcément, voilà, d'un champion du monde comme toi, c'est pas l'image qu'on s'attend à voir. Et donc ce décalage, je trouve qu'il est riche en tout cas, tu nous as rendu curieux. Moi, je suis bien installé. Je Bah t'écoute. oui, bah oui, ma force, vous l'avez dans mon palmarès. Voilà, champion, on sait qu'il est fort. On cherche tous, on a tous cette quête de force, de reconnaissance, de défi, et on se prive d'une partie de nous. Un être humain, il est complet qu'avec toutes ses facettes et toutes ces années où j'ai mis ma douceur de côté, ma tendresse de côté, mon empathie, ma bienveillance, ma compassion, bah, j'étais qu'un être que dur. Donc je finissais par être dur avec moi, dur avec les autres. Et donc qui est dur est injuste. Il n'y a plus de célébration, plus de fête, plus de joie, il n'y a même plus d'excitation de l'entraînement. On court après les résultats et on en oublie l'essentiel. Donc je suis passé par beaucoup de blessures et beaucoup de difficultés relationnelles aussi, qui justement étaient les conséquences de ce mode de vie très très dur. Donc j'ai appris il y a une dizaine d'années à me reconnecter à tout ce que je donnais avec parcimonie avant. D'accord, ok. Super. Alors, tu dis que tu es un ancien champion du monde. Ouais. Ça, c'est une période de ta vie qui a duré combien de temps? Pendant combien de temps tu as été actif dans ces sports? Alors encore grande particularité, donc jusqu'à 13 ans, la victime parfaite. Après de 13 ans à 17 ans, j'ai fait un peu de karaté traditionnel et un peu de tennis de table. Et je continue à me blesser. J'ai accumulé 14 plâtres avant l'âge de Ah oui, 14 ans. d'accord. Ah oui, donc j'étais interdit de sport, soi-disant la maladie des os de verre. J'avais même pas le droit de descendre les escaliers. J'étais plus souvent dans le plâtre que déplâtré. Les copains au quartier, tu sais, ils m'appelaient jambes de laine. À l'époque, par-dessus les plâtres, on mettait des grosses chaussettes, là. D'accord. Donc j'étais vraiment celui qu'on prenait pas au foot, celui qui était pas le préféré des filles. J'étais vraiment le boulet, quoi. Tu sais, le petit vomito, la petite victime, quoi. Et donc le sport ensuite a commencé à m'apprendre la discipline, la répétition, un autre environnement, faire du ping-pong pour son club, plein de choses, quoi, de te confronter à des gens qui excellaient, des gens D'accord. qui avaient ce que je voulais, pas des gens qui en parlaient. Hmm. L'exemplarité. Et puis j'étais toujours mauvais. Puis après, à 17 ans, je prends 17 centimètres. Donc tu vois, ce petit garçon fragile qui avait développé un corps fragile quand on me regardait comme quelqu'un de fragile, quand moi, à 17 ans, j'ai décidé de faire des pompes et de devenir Michael Jordan, bah, j'ai pris 17 centimètres. Ça dénote dans ma famille. Tout le monde était surpris que je sois aussi grand. Et j'ai commencé, je continue toujours à me faire des fractures, des entorses, mais je joue au basket et jusqu'au niveau espoir national 4 en 4 ans et en commençant à 17 ans. Donc là, ça m'a ouvert le champ des possibles. Et c'est par un malheureux malheur qu'à 21 ans, j'ai découvert le kickboxing. À 21 ans. D'accord. J'imagine qu'on Voilà. commence beaucoup plus tôt, du coup. En général, bah souvent, comme tous les sports, il faut commencer tôt. Il faut avoir un papa qui en a fait. Il faut rien du tout. Comme D'accord. disait Mohamed Ali, les champions ne naissent pas dans les gymnases. Ils naissent de l'intérieur, Hmm. d'un désir, d'un rêve et d'une vision. 3 choses impalpables, immatérielles. Donc c'est de là qu'est la base, tu vois. Et la découverte du kickboxing donc me réjouit, je peux exprimer ma colère, je peux m'autoriser à faire ce qui est interdit dans cette société, me battre, exprimer mes frustrations, exprimer mes rages, mon dégoût de certaines choses de ce monde, et trouver un lieu qu'on appelle le dojo, la salle de boxe, pour le vivre pleinement, non seulement sans nuire aux autres, mais en me renforçant et en devenant un homme. Le coup de poing dans la rue, c'était la garde à vue. Hmm. Le coup de poing au lycée, c'était l'exclusion. Et le coup de poing à la salle de boxe, c'était la reconnaissance et la confirmation. Et le coup de poing à Bercy, c'était des sous pour ma famille, tu vois. Hmm. Donc, c'est le même geste pourtant. Ouais. Je trouvais l'endroit où le faire. J'aime bien cette image qui va vous parler si on est entre adultes. Là, je parle souvent, je prends souvent tout ce qui est en rapport avec l'énergie sexuelle, parce que c'est l'énergie la plus puissante à laquelle on est tous connectés. La petite tape sur la fesse de ta chérie, ça va bien quand vous êtes tous les deux. Devant sa maman ou son papa, s'ils sont un peu vieille France, c'est pas bien vu. Il y a vraiment ce côté de choisir dans quel endroit je vais exprimer certaines de mes facettes et dans d'autres. Et donc voilà, l'arrivée du kickboxing et tout de suite, bah, entraînement 2 fois par semaine au club, et puis tous les autres jours tout seul, au parc, footing, regarder des cassettes vidéo, faire des poings, des genoux, des coudes, faire des étirements, de la vitesse, de la force, passer du temps à répéter, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que ce soit mon anniversaire, Noël, le Nouvel An, que ce soit les vacances, à l'entraînement. Donc avoir cette priorité, cette espèce de marotte, cette espèce d'objectif, d'obstination, et qui fait que ça nourrit l'objectif et que tout ce qui arrive, même les entraves, tu les surpasses, quoi. D'accord.
Et la réussite, tout de suite. Championnat de France, première année, 4 combats, 4 KO en classe C, après classe B, classe A. Je gagnais tout par KO. Je dénotais avec ma grande taille, mon corps d'asticot tout sec et tout fin. Enfin, ça, c'est gros, costaud. La puissance, la vitesse du karaté, du tennis de table, la précision, la détente du basket, les fractionnés du basket, tout était là. La souplesse de la gym que j'avais fait à 13 ans. J'ai tout regroupé à 21 ans pour un objectif que moi, j'avais choisi. Et forcément, j'étais beaucoup plus aligné et tout était au service de ça. Oh. Ah oui, alors, je bouge dans tous les sens. Les coups de pied, je ne sais pas si c'est un coup de pied ou un coup de poing, mais évite sur le téléphone. Hein. C'est un coup de fil. Ah oui, vous avez vu, je suis assis et j'ai beaucoup de mal. Moi, je viens de faire 2 heures de conférence debout, tu vois. Je vais t'essayer de tempérer. Ah non, mais si tu as envie de te lever, fais comme tu le sens. Merci. Est-ce que ça va jusqu'à là? Ouais, ça va super, ça va super. Je crois qu'on commence à rentrer. Moi, j'avais envie d'embarquer un petit peu tout le monde avec toi et donc je trouvais ça intéressant de commencer un petit peu par ce qui t'avait forgé avant d'arriver à ce que tu es aujourd'hui, au message que tu as envie de faire passer. Alors, pour terminer un petit peu terminer, on n'aura jamais terminé, mais disons pour cette phase de présentation, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes qualités et de tes défauts? D'accord. Il va falloir choisir. Hein. Alors, c'est là qu'on va commencer par un peu de poésie, si tu veux bien, avant de répondre à ta question. Parfait. Parce qu'on est dans un monde d'étiquettes, on est dans un monde parfois, Dario, où tu sais, on colle des mots et on n'est pas très sûr de la définition, où chacun y met une étiquette. Alors, dans ce monde de qualité et de défaut, je verrais comme une vision du monde binaire, tu sais, où il y aurait le bien, le mal, le vrai, le faux. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'avais un défaut, c'était de mettre des coups de poing. Et en vérité, ce défaut, ce même geste fait ailleurs, c'est devenu une qualité. Alors, était-ce l'élan? Était-ce la compétence qui était une qualité ou un défaut? Ou était-ce le cadre? Donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ce qui est génial dans les histoires et dans les contes, c'est qu'on se reconnaît sans être directement impliqué. Et puis, dans les contes, tout est possible. Les animaux parlent, les objets parlent. La magie du conte, comme disait Jacques Salomé, c'est que le conte, il va rassembler en toi des parties éparpillées de ton puzzle sans en avoir l'air, tu sais, avec les moralités et tout ça. Donc, je t'invite à ouvrir ton cœur d'enfant et à écouter cette petite histoire qui répondra à cette question sur mes 2 qualités et mes défauts. Donc, c'est un vieux paysan, tu sais, dans la Chine traditionnelle, et même aujourd'hui, on est encore à la campagne, et tu sais, il va chercher de l'eau, et il a cet instrument avec 2 énormes jarres, et tu sais, un espèce de long bâton qu'il pose sur ses épaules, et il remplit ces 2 jarres d'eau, et il va à la maison ramener son eau parce qu'il n'a pas l'eau courante. Et donc voilà, il prend ces 2 jarres et il fait tous les jours son périple à la rivière pour avoir l'eau pour le quotidien, pour les fleurs de la maison, pour la nourriture, pour se laver. Et il y a une des 2 jarres qui est fêlée, elle est fendue. Donc elle estime qu'elle a un défaut. Alors tu sais, la jarre, elle n'est pas contente parce que comme toi, comme moi, elle a envie de bien faire son travail, elle a envie d'être à la hauteur, elle ne veut pas avoir de défaut, il ne faut pas en avoir, tu vois. Alors elle parle à l'autre jarre et elle lui dit, dis-moi, t'as vu, j'ai une fente, je perds de l'eau, le paysan il rentre, il fait des efforts, il obtient que la moitié d'eau, pourquoi est-ce qu'il me garde? Comment ça se fait? Et l'autre jarre lui dit, bah écoute, t'as qu'à lui demander, et puis il te dira. Alors la jarre fêlée, un jour, voit le paysan, elle lui dit, dis-moi paysan, j'aimerais te parler, voilà, ça fait des mois que je suis fêlé, que je ne fais pas mon travail correctement, que j'ai un défaut, et je vois que tu me gardes, pourquoi est-ce que tu me gardes? Et le paysan lui répond, tu sais, je voudrais te dire que, est-ce que tu as remarqué que du chemin de la rivière à la maison, il n'y a des fleurs que de ton côté de la route? Alors la jarre commence à se questionner, dit comment ça? Il dit, ben oui, je sais très bien que tu perdais de l'eau. Alors le sachant, j'ai planté des fleurs tout le long du côté droit de la route, et quand je reviens de la rivière, ton eau qui sort arrose ces fleurs. Et ces fleurs, elles embellissent le chemin, je les cueille, et tu vois toutes ces belles fleurs dans notre maison, eh ben c'est ta fissure qui les a arrosées. Il n'y a pas de défaut. Il y a des comportements et des attitudes qui, dans certaines atmosphères, dans certains environnements, pour certaines personnes, seront vus comme une tare. Quitte-les. Ne change pas. Pendant toute ma scolarité, j'ai entendu Duhart, taisez-vous, Duhart, taisez-vous. Je me suis fait virer des écoles, j'ai risqué les commissariats, j'ai été voir toutes les directions, j'étais toujours confronté, on me demandait de me taire et j'ai tenu le cap. Et aujourd'hui, apparemment, quand je parle, ça fait du bien aux gens et on me paye même pour le faire. Comme quoi. Donc voilà, pour répondre, nous avons des tempéraments, des particularités qui sont plus ou moins adaptées. Alors, pour maintenant revenir à ta question,
quelle est ta fissure à toi qui m'écoute? Quelle est ta faille? Quelle est cette fente que tu penses que c'est un problème, alors qu'en vérité, c'est un de tes trésors, c'est un de tes talents? Si tu es fragile, si tu es trop sensible, c'est que tu peux prendre soin des autres. Tu vois le mal des autres avant qu'eux-mêmes le voient. Si tu es un dirigeant, un contrôlant, psychorigide, c'est que tu es quelqu'un de bienveillant, de sécurisant et de rassurant. Il faut juste apprendre à le doser. Si tu as toujours envie de casser la gueule aux méchants, si tu as toujours envie d'avoir raison, c'est que l'injustice t'insupporte et que tu n'aimes pas qu'on spolie les plus fragiles. Si tu as un panier percé et que tu n'arrives pas à économiser, c'est que tu es d'une générosité débordante et que tu n'arrives pas à te priver de nourrir les autres. C'est juste une question de dosage. Dans la vie, parfois, il faut oser et parfois, il faut doser. C'est juste une question de dé. Écrive tout de suite, soit qui m'écoute, ce que tu identifies comme un défaut. Par exemple, moi, je parle trop et vois quels sont les bénéfices de ça. Ou si tu parles pas assez, je laisse la place aux autres, je permets aux autres d'exister. Et une fois que tu auras reconnu la lumière, les qualités dans ce comportement, tu pourras le doser à ton tour et le rabaisser, même si ça n'en a pas l'air aujourd'hui, puisque tu me demandes de parler. Aujourd'hui, j'ai appris aussi à me taire, parce que je sais que quand je parle, ça fait du bien. Donc, sortez de ce clivage. Ce qui aujourd'hui est vu comme quelque chose de contre-productif pour toi, dans quelques semaines, dans quelques mois, avec une autre personne, ce sera exactement ce qu'on te demande. Bah écoute, je retire ma question du coup, hein, elle n'a plus lieu d'être. Je t'en prie, merci d'avoir. Je vais y répondre quand même. Donc, mes qualités, c'est une grande générosité, et parfois qui était au détriment de ma propre économie. J'ai toujours dilapidé mon argent, tout ce que j'avais, même si j'en avais pas beaucoup, mon temps et mon énergie de vie. Donc, une grande qualité, la générosité. Je pense une grande qualité aussi, l'envie d'apprendre. La curiosité infantile. Il faut arrêter avec l'enseignabilité. La curiosité, ça c'est quoi? Comment ça marche? À lire les notices. Tu sais, à table, je lisais tout. Ma mère me disait, oh, il me saoule, il lit tout. Donc, la curiosité, le sens du partage. Dès que j'ai pu briller dans un sport, dès le ping-pong, à 13 ans, j'ai commencé à donner des cours à la cité. Je leur disais comment on fait un top spin, comment on fait un coupé. Ah, si tu fais un coupé, je partageais. Ce qu'on m'avait donné immédiatement, je le redistribuais aux autres, je l'amplifiais. C'est le secret de la réussite. Ne garde rien pour toi. Donne-le immédiatement. Super. Et les défauts, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une gestion catastrophique de tout ce qui était financier, Ouais. une diabolisation inconsciente de l'argent. Et puis, qu'est-ce que j'avais? Oh, des fois, j'aimais trop avoir raison. J'écoutais pas assez les autres. Ah, d'accord. Ok. Et donc, je pouvais pas apprendre. Ah oui, j'étais obtus. Hein. Ah oui, bien sûr. Oh là là. Une vraie tête de mule. Super Aurélien, merci. On a l'impression de te connaître un petit peu. Et je pense que les questions, j'ai l'impression que les questions que je te pose vont peut-être ouvrir de nouvelles questions plus que d'enfermer, plus que de fermer, tu vas packager et dire bon voilà, ça c'est la réponse à la question, cherchez pas plus loin. Mais je trouve ça intéressant les questions qui débouchent sur d'autres questions. Alors, bien sûr. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ouais. Peut-être Dario, aujourd'hui, je peux préciser qu'aujourd'hui, j'ai raccroché les gants depuis 2011. Oui. Donc je continue à enseigner les disciplines martiales, notamment le Muay Thai. Et j'ai développé depuis 10 ans, quand j'ai raccroché les gants, j'ai passé autant de temps à revoir mon vocabulaire, mon alimentation, mes pensées, à refaire vraiment du développement personnel et avoir des outils puissants. Donc aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle de l'accompagnement de groupe, d'individus, du coaching comme on fait là, pour principalement poser les peurs, parce que vous êtes t'es merveilleux, toi qui m'écoutes. T'es tout puissant, toute puissante. T'es comme ce beau soleil que j'ai dans la figure. Si je mettais un rideau devant ou quelque chose, tout de suite, tu vois, j'aurais une ombre, quoi. Il y aurait moins de lumière. Donc, il faut juste retirer les voiles. Donc, je suis quelqu'un qui est là pour souffler sur les braises, réinsuffler de la confiance, rendre les personnes autonomes, aller aussi dans les grands interdits et permettre à chacun de vivre sa vie, de se révéler, de se développer complètement. À côté de ça, j'étais commentateur pour la chaîne L'Équipe pendant 4 ans. Là, le contrat s'est rompu et je continue à faire des émissions radio, des émissions télé. Il y a plein de projets pour diffuser ce message au plus grand nombre parce qu'il est temps. D'accord, ok. Merci. Super. Merci beaucoup Aurélien. Alors, si on se demande pourquoi t'avoir invité toi pour parler du coup à nos étudiants, moi, c'est pas forcément une question qu'on m'a posée, hein. Je te rassure, ça choque personne, mais je m'étais préparé à donner cette information. Moi, je trouve qu'il y a il y a des parallèles à faire entre le développeur et le boxeur. Il y a des similitudes, il y a des points communs. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que t'en vois un, toi? Est-ce que t'en vois un point commun?
Alors, moi, je suis développeur. Moi, je ne suis pas Ouais. boxeur. Donc, quand je vois des parallèles, c'est que je me projette dans la tête d'un boxeur et je me dis, bon, il a peut-être ça en tête. Alors, je me dis, un boxeur, il a peut-être, à un moment donné, il a peut-être envie de cogner. Voilà. Et ben, le développeur, lui aussi, il a envie de cogner, mais c'est pas son adversaire, c'est son écran. Parce que quand il C'est ça. constate des bugs, il a envie de cogner son écran. Et donc, ça, c'est un petit parallèle, du coup, que moi, je fais entre le boxeur et le développeur. Alors, Ouais. bon, c'est à part cette boutade. Ben, la pugnacité, l'envie de, tu sais, la combativité, tu sais, l'agressivité qui est condamnée dans notre société. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être agressif. On Hmm. doit se faire insulter. Les petites filles doivent se faire agresser et on ne doit pas se défendre. Il faut se laisser faire. L'agressivité, c'est ce qu'on demande à l'équipe de France sur le terrain de foot. Il faut qu'il soit plus agressif. Hmm. Et quelque part, tu vois, j'étais un enfant, moi, très féminisé. J'étais élevé par ma maman, par des femmes, par beaucoup de modèles féminins. Donc, j'étais un enfant très féminisé. Et j'étais pas du tout agressif. Donc, pour contrecarrer ça, j'ai eu une adolescente très agressive pour justement équilibrer. Et aujourd'hui, je me permets d'être calme, d'être doux, d'être compatissant, d'être patient. Et si mon intégrité physique, mes valeurs profondes ou quelque chose d'essentiel pour moi est bafoué, je m'autorise l'agressivité pour que ça cesse. Mhm. Parfois, c'est une des seules manières de faire cesser l'autre. Bien sûr. On s'autorise plus l'agressivité, on va jusqu'à la violence. Donc, tu sais, le point commun que tu peux faire entre un développeur et un boxeur, c'est qu'il y en a tellement. Ah, Un objectif, ce un objectif point-là, à l'envie de atteindre. cogner l'écran, on l'a ressenti hein, entre développeurs. Et bon, c'est pas non plus si fréquent que ça. C'était plus. Bien sûr. Mais là, c'est le manque de mouvement. Vous faites un métier, vous êtes très assis. Donc, l'énergie s'accumule. Et tout d'un coup, elle veut exploser d'un coup. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a pas mangé depuis longtemps. D'un coup, il se gave, il tombe malade. Donc, le secret, tous les métiers assis, vous avez un petit chrono à côté de vous. Et toutes les 20 minutes, je pompe 10 fois les épaules. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde en bas, je regarde en haut. 5 minutes, les 20 minutes d'après, je fais un quart de tour à gauche, un quart de tour à droite. Je touche mes pieds, je touche le plafond. Je fais ça, oui, j'ai peut-être l'air ridicule au bureau, mais ma posture est droite, mon énergie circule, je suis meilleur. Mhm, En mouvement, vous êtes meilleur, vous vous privez du corps, tous les métiers assis. mhm. Le bulbe, il a besoin du cœur et il a besoin de l'énergie du corps pour performer. Donc, ça, quelque chose qui peut être très chouette dans vos longues sessions assises, incruster des mouvements, c'est taper des pieds comme ça, bouger un petit peu, faire quelques montées de genoux, 30 secondes, c'est très puissant. Ouais, je Donc, comprends. ce qu'il y a surtout qu'on reconnaît, Dario, chez le sportif, comme chez l'entrepreneur, c'est que ses résultats sont mesurables, partagés et duplicables. Mhm. Mesurables, partagés et duplicables. Quand ma maman, avec un petit SMIC, faisait à manger pendant un mois, tous les jours, matin, midi et soir, pour 4 personnes, personne ne voyait ce génie. Personne ne voyait cette puissance. C'était pas dans le journal. On n'en parlait pas. C'était ni mesurable. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et nous, eh ben, chez le sportif, ce qu'on aime, c'est que ma performance, on va pouvoir mesurer, calibrer, répéter, même en parler. Alors, qui est important de faire, c'est de voir effectivement comment fonctionne le sportif. Il a un désir, un rêve, une vision, des choses immatérielles. Ça part de l'intérieur, de l'invisible. Et ensuite, il va trouver un stade. Et même aujourd'hui, des ordinateurs, j'ai fait des programmations d'entraînement sur informatique. Je me suis beaucoup assisté de l'intelligence artificielle avec des choses pour calculer la puissance, la vitesse. Et donc, l'importance, c'est de te rappeler pourquoi tu veux être développeur. Pourquoi? Pour le salaire, ok. Parce que tu aimes bien bosser assis, ok. Mais qu'est-ce que tu apportes au monde? À la structure à qui tu vas développer ce logiciel. Si c'est, par exemple, une association qui fait du bénévolat, waouh, combien de personnes tu vas apporter à manger grâce à ton site internet? Tu saisis? Quelle est la valeur ajoutée que tu n'as pas vue? Arrêtez de vous diminuer. Oh, je rentre des chiffres binaires dans un... Mais non, tu fais pas ça. Tu utilises l'outil le plus performant, tu utilises l'informatique, tu fais des envieux, on ne comprend pas ton langage. Tu parles un langage que vous êtes peu à comprendre. Avec un clic aujourd'hui sur un ordinateur, on sauve une vie. On a une information qu'avant nous, il nous fallait 10 ans pour la trouver. Remettre la grandeur dans ton métier. Qu'est-ce que ça apporte à ma femme, à mes enfants, à ma mère qui me regarde quand j'ai des diplômes, quand ils sont fiers de moi? Et il est là le truc. C'est que le sportif, on a le geste pour le plaisir personnel, mais on sait que dans une autre dimension, ça crée des vocations. Les gens qui nous applaudissent, ils vibrent, ils oublient leurs problèmes, ils sont avec nous. On amène un mouvement. Donc ça peut vraiment sortir de l'objectif uniquement professionnel. En quoi ça nourrit mes valeurs, en quoi je contribue au mieux à cette association, à cette équipe, à cette structure pour qui j'ai travaillé. Et là, boum, ça donne ce petit supplément d'âme qui permet la discipline, même quand tu as la tête dans les chaussettes, parce que tu sais que tu le fais aussi pour les autres, aussi pour quelque chose de plus grand que toi. Et que ça soit faire des gâteaux, balayer la rue, tu contribues au monde.
Moi, ça me parle vachement, Aurélien. J'espère que ça parle à tout le monde, moi, ça me parle en tout cas. Euh, Aurélien, est-ce que tu as déjà entendu l'expression du syndrome de l'imposteur? Oui. Ça te parle? Alors, on en a parlé brièvement, et tu sais, je voudrais être très honnête avec toi. Je vois bien ce que c'est un imposteur, mais je veux bien que tu me reposes un peu le Ouais. cadre. Alors, le syndrome de l'imposteur, ça, c'est quelque chose c'est un concept qu'on utilise assez régulièrement pour décrire une situation dans laquelle un développeur débutant se retrouve quand il a suffisamment de compétences de son côté, il a suffisamment appris, mais par contre, il n'en est pas encore complètement conscient. Et donc, du coup, il a du mal à se mettre en situation professionnelle, à se dire oui, je vais répondre à cette offre d'emploi, oui, je vais aller à cet entretien et je vais leur dire que je suis suffisamment compétent pour répondre à ce poste. Alors, il l'est, mais par contre, il ne le sait pas encore. Et du coup, il a peur de passer pour un imposteur. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu, une situation dans laquelle tu t'es déjà trouvé? Tu sais, le syndrome de l'imposteur, on aime bien dans la novlangue réétiqueter des choses avec des nouveaux mots. Absolument. Je vais te dire ce que c'est. Le syndrome de l'imposteur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Point barre, qui font partie des 3 peurs archétypes. Renseignez-vous sur les 3 peurs archétypes. 1, la peur de ne pas être à la hauteur depuis la prime enfance. Est-ce que je bois assez mon biberon? Est-ce que je marche assez tôt? Est-ce que j'ai bien les dents à 4 mois comme il faut? Est-ce que je marche bien à 1 an? Est-ce que j'ai les cheveux? Est-ce que déjà dans le ventre de maman, est-ce que mon fémur fait bien la taille? Est-ce que le liquide amniotique, il est bien comme il faut? Vous commencez à comprendre ou pas? Tu veux dire que c'est pas nouveau, le syndrome de l'imposteur? C'est pas quelque chose qu'on rencontre quand on a la trentaine, par exemple, et qu'on se forme au métier de développeur? Mais bien sûr, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on m'a donné une mission ou quand je me donne quelque chose et le jour de l'examen, j'ai la boule au ventre, j'ai envie de faire pipi, j'y crois plus. Mais c'est ça la vie. C'est pour ça que tu as fait tout ça. Ça s'appelle être vivant. S'il n'y avait pas ces sensations, cette peur, ces chamboulements, mais reste chez toi, c'est la survie, ça. C'est monotone. Ton électrocardiogramme, tu vois. Donc l'idée, ce que je veux te dire, c'est que nous sommes des débutants, des apprentis, des padawans. En aucun cas, tu es un imposteur. Tu es sur le chemin de « je n'ai pas les compétences aujourd'hui », mais tu sors de l'école. Tu vois, c'est ce paradoxe qu'on demande dans les grandes écoles. On veut quelqu'un de 18 ans ou de 20 ans avec 15 ans d'expérience. Ah oui. Mais arrêtez. C'est encore une manière de contrôler, de parfois refuser les gens. On a un monde qui est très élitiste. Pour un champion du monde comme moi, qui a eu donc les dangers de la compétition, je les connais bien, combien il y a eu de carrières brisées, pour un gagnant, il y a combien de perdants. Donc, premièrement, changer l'étiquette. Je ne suis pas un imposteur, je suis un apprenti, je suis en marche. Et comment est-ce que tu vas savoir si tu es capable de remplir cette mission? En la réalisant. On pense qu'il faut avoir tous les éléments en aval. Les 2000 fois où chacun d'entre nous sommes tombés pour apprendre à marcher, on n'a pas attendu d'avoir intégré psychologiquement toutes les compétences de la marche, faire marcher 300 muscles, gérer l'équilibre, les os. On n'a pas attendu. On a marché à 4 pattes, à genoux, on l'a fait et on n'a jamais été un imposteur. Tu seras peut-être un imposteur par rapport aux attentes des autres. Et là, tu peux être honnête, monsieur, ça, je ne sais pas faire. Mais tu n'es jamais un imposteur par rapport à toi si tu suis ta voie. Et je vais vous donner un autre secret de la réussite, c'est quand quelqu'un t'appelle, c'est toi qui veux. Ben oui, il t'a appelé. C'est toi qui veux. Tu veux dire, par exemple, on reçoit une opportunité, une proposition, et puis on nous demande du coup de faire des tests, par exemple, pour répondre à un poste. Et là, on a été identifié. Comme potentiellement intéressant. Donc, ils ont vu sur ce qu'il y avait sur le CV, tu les intéresses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ta personnalité, ton charisme, ton tempérament, qui tu es, toi. Pourquoi je t'embaucherais, toi? À partir du moment où quelqu'un t'a regardé, il t'appelle, c'est qu'il te veut. Il veut une partie de toi. Est-ce que toi, tu vas voir ça et tu vas réussir à venir avec confiance? Je reprends cet exemple. Tu sais, tu es en soirée comme ça, que tu sois garçon ou fille, il y a quelqu'un qui vient t'inviter à danser. Le premier réflexe, moi? Je m'adresse à qui? On t'offre un cadeau? Oh, fallait pas? Cette espèce d'éducation, rendez-vous compte tout doucement, à se dévaloriser constamment, régulièrement, à l'école, à la maison, au sport, on finit par créer des ancrages et à 30 ou 40 ans, boum, ils sont tellement profondément automatiques, instinctifs et comment dire, et répétés par les autres qu'on pense que c'est nous. Oh, moi, je suis en colère. Oh, moi, j'y arrive pas. Oh, moi, il me faut 3 jours pour m'adapter dans une entreprise. Il me faut 3 semaines. Dis-toi qu'il te faut 3 minutes. C'est tout ce que tu conditionnes dans ta tête. Tu finiras par le faire. Tu n'es pas un imposteur. Tu es un être humain. Et donc, tu vas vraiment de changer le mot d'imposteur par un apprenti, un padawan. Je reconnais, quand je ne sais pas, je le dis directement. Ça permet en plus à mon chef de voir que, waouh, je suis quelqu'un de respectable. Je suis quelqu'un de conscient et qui sait apprendre. Donc, tout au contraire de révéler une incapacité, ça permet de sécuriser
on va confier la mission à quelqu'un d'autre, et ça permet de dire aux autres comment tu fonctionnes et mettre un peu de vérité dans ce monde où on joue tous à tout savoir. Alors est-ce que ça répond à la question? Ça répond, mais du coup, je vais embrayer sur le même sujet. Je ne change pas de sujet. J'essaie de faire des parallèles toujours. Je t'imagine dans le vestiaire, 15 minutes avant le prochain combat. Et puis c'est un combat important pour toi. C'est un combat qui a de l'enjeu. Tu vois, je sais pas, c'est un titre que tu n'as encore jamais décroché. C'est un adversaire que tu n'as encore jamais battu. C'est toujours lui qui t'a mis des raclés jusque-là. Tu vois. Alors, t'es un peu… forcément, tu es un peu inquiet. Est-ce que tu n'es pas inquiet dans cette situation-là? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé un peu stressé dans cette situation et tu t'es dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur de ne pas y arriver. Et finalement, puisque tu y es arrivé après, qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même dans ce moment-là qui a fait le déclic, qui a fait que tu as réussi? Merci. Alors, merci pour ta question. Et bien sûr, le champion est constitué comme toi de cellules, d'émotions, de pensées, de vibrations, de doutes, de peurs. Bien sûr, ça fait partie du packaging. Et non seulement j'avais peur 15 minutes avant à tous les combats. J'ai boxé il y a 15 jours en assaut, en light, à la touche, sans aucun risque de blessure. J'avais mes élèves, j'ai eu la boule au ventre. J'étais pissé 25 fois avant mon combat, comme avant mon dernier combat en 2011 où c'était plein pot. Comment ça se fait? L'envie de briller, l'envie d'être bon, l'envie de correspondre, l'envie de satisfaire, l'envie d'honorer les engagements que j'ai pris. C'est ça, être un être humain. Et c'est cette boule au ventre qu'on appelle peur qui fait que je vais être bon. Il n'y a pas de courage sans peur. S'il n'y avait pas tout ce cocktail émotionnel, ça ne vaudrait pas le coup de le faire. Donc le secret, c'est d'accueillir. Moi, à l'époque, on le faisait très à la dure, je tapais, je m'échauffais, je cassais le corps physiquement pour ne pas penser. Autre chose, je me dis, ouais, c'est moi le champion, les affirmations positives, l'autoprogrammation, je vais gagner, je vais le mettre KO, je suis le meilleur. Donc, il y avait ça déjà, chercher du soutien dans les yeux des autres, parce qu'à un moment, on est seul avec soi-même. Donc, ce que je faisais, c'était que je me rappelais tout ce que j'avais traversé jusque-là, que j'étais capable, et surtout le secret, j'ai choisi d'être là. Pourquoi j'ai choisi d'être en short, tout seul, devant 15 000 personnes qui, elles, s'éclatent, et moi, je vais avoir mal. Qu'est-ce que je fous là? Mais sans déconner, mais qu'est-ce que je fous là? Ça m'arrive un paquet de fois. Je viens vivre des expériences, je viens vibrer, je viens transmuter l'être que j'étais, je viens confronter le pire, avoir peur de la honte, la peur de perdre, la peur du ridicule. Tu ne peux gagner que ce que tu acceptes de perdre. C'est important d'accepter de ne pas y arriver, que la société te jette, que ton programme il soit nul, qu'on t'aime pas. Ça fait partie du chemin. C'est ni bon ni mauvais, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vas-y, fonce mon gars, tu vas y arriver. C'est pas du tout pour toi, tu vas te planter. Qu'est-ce que tu fais de ces deux interactions? C'est toi qui choisis. Donc bien sûr, j'ai cette peur. Aujourd'hui, j'ai commencé à rapper, à lire des textes. J'ai peur. Je fais des conférences. J'ai peur. Et ça continue. Et j'ai cru qu'avec l'âge, 6 heures de méditation par jour, la CNV, ça allait passer. Eh bien non, ça ne passe pas. Et je bénis ça, d'avoir été là avant toi, d'avoir fait tomber mon téléphone, d'avoir fait un montage. Je vous montre pour caler mon téléphone avec une chaussure, une boîte, Super. parce que j'ai oublié mon trépied. Je me dis, merde, est-ce que je vais être bon? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et je vais bafouiller. Et c'est pas grave, vas-y. Ça fait du chaud dans toi. Quand on était petit, on était trépidant, insatiable, curieux, gourmand. On n'était pas stressé ou inquiet. C'est une étiquette de ton mental qui a peur de ne pas l'avoir. J'ai peur de rater parce que j'ai envie de réussir. J'ai peur que les gens soient déçus parce que j'aime faire ce que j'ai dit. J'aime qu'on ait donné une bonne image de moi. J'ai peur de, notez-la si vous avez un cahier là, j'ai peur de parce que j'ai besoin de ou parce que j'ai envie de. On arrête notre cerveau à la peur. Thèse, antithèse, synthèse, ça prend du temps de switcher une idée, d'aller voir le suc qu'il y a derrière. Je comprends bien. Rappelle-moi quel âge tu as, Aurélien? Tu l'as dit au début? Je suis né en 1970, le 20 octobre. Ça te fait 49. Au mois d'octobre. Super. Selon l'état civil, hein, mais tu sais, depuis que j'ai arrêté d'y croire à l'âge, ça ne marche plus. Alors, ça c'est super intéressant. Je peux embrayer avec une question de Tiffen qui nous regarde. Salut Tiffen. Elle est en formation pour devenir développeuse et elle te demande un peu comment tu gères le regard de l'autre. Parce que elle visiblement, elle subit le regard de l'autre qui lui renvoie le fait qu'elle est trop âgée et pas à sa place pour devenir développeuse. Ok.
Alors, la première chose à faire quand tu as un inconfort, Tiffen, de qui que ce soit, c'est l'accueillir. J'ai mal. J'ai mal. Quand quelqu'un me dit ça, que ça soit vrai ou pas, je suis un être sensible et j'ai le droit d'avoir mal. Puisqu'on a le droit de porter plainte dans ce monde. Donc, c'est qu'on a bien le droit d'avoir mal. Quand on se plaint, c'est qu'on a mal. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir mal. Quand il y a des insultes, des injures, si tu ne les sens pas, c'est pas que tu es forte, c'est que tu es insensible, c'est que tu es déshumanisé. Comment tu vas pouvoir aider les fragiles, ceux qui se font insulter, si tu ne le fais pas? Donc la première chose, accepte que tu as une fragilité, une sensibilité à cet endroit. Ok? C'est la première chose. La deuxième chose, encore une petite histoire pour le regard des autres. C'est Allez, parti. rapide, ça te va, Dario? C'est parti. Alors imagine bien, imagine à l'entrée d'un village, comment elle s'appelle? Tiffen. Il y a Tiffen et moi, on est tous les deux Tiffen, tu veux bien, et on va au marché avec notre âne. D'accord? Tiffen et moi, on quitte notre petite fermette là, et on va au marché avec notre âne. Et moi, comme je suis un mec plutôt cool, je dis à Tiffen de monter sur l'âne. Alors Tiffen monte sur l'âne, et on marche un petit peu. Et on croise des villageois un peu machos, tu vois, qui me disent ah bah bravo Aurélien, hein, on sait qui est-ce qui commande à la maison. Hein. Alors moi, je suis un peu vexé du regard des autres, alors je dis à Tiffen, descends. Et elle descend, et moi, je monte sur l'âne. Et là, on croise des amis de Tiffen ou des femmes qui disent ah bah bonjour la galanterie. Hein. Et là, je me sens piqué. Et qu'est-ce que je dis à Tiffen? Allez, monte. On monte tous les deux sur l'âne. Et là, je rencontre des amis qui sont un peu protection des animaux. Et ils me disent à deux sur cette pauvre bête, mais vous allez la tuer. Alors là, Tiffen et moi, on culpabilise. Alors on descend de l'âne. Et on arrive tous les deux au marché à pied. Et là, il y a Dario qui nous voit et qui dit hey, Tiffen, Aurélien, vous avez un âne et vous ne montez pas dessus. Et quand bien même Tiffen et moi, on déciderait la 5e solution de porter l'âne, on se ferait critiquer aussi. Apprends à te détacher des mots des autres. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, quelqu'un te critiquera parce que c'est un mode d'existence. Quelqu'un qui n'est pas un développeur, qui ne sait pas créer, le mental, il préfère rabaisser, il préfère critiquer les autres pour s'innocenter, il préfère décrier les autres pour se mettre en valeur. Les mots des autres, ça leur appartient. Ce que les autres pensent de moi, c'est leur problème, ça n'est plus le mien. Ça demande un petit peu de temps. Donc, Tiffen, la première chose, rappelle-toi que tu as une fragilité, rappelle-toi que quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Peut-être enlève un peu d'importance aux félicitations. Celui qui est touché par les critiques est le même qui est celui qui est trop flatté par les éloges. Tu saisis? Mettre un peu de tempérance. Attends, je vais finir pour ne pas perdre le fil. Donc, la première chose, le regard des autres, ce que pensent les autres de moi, c'est leur problème. Ça n'est plus le mien. Ça n'est plus le mien. C'est très important. Et ce qui va amener ça aussi, c'est toi aussi de regarder comment inconsciemment, toi aussi, tu regardes et tu compares et tu juges les autres. Plus tu vas cesser les jugements de ton mental, en tout cas de les verbaliser, plus tu attireras à toi des personnes qui verbalisent et qui jugent moins. Autre chose, une personne qui, une fois, quand tu as raconté un rêve ou quelque chose, te l'a un petit peu rabaissé parce que c'est son mode de fonctionnement, ne lui partage plus à cette personne. Avec elle, va parler série télé, va boire un verre, va faire un footing. Soyez vigilants des personnes à qui vous confiez vos trésors. Et la dernière chose, enfin, un exercice que je fais très souvent, c'est que dès que j'ai peur, que ça soit du regard des autres, peur de rater, peur, j'accepte les deux polarités. Je fais j'ai peur et j'ai confiance. J'ai peur et j'ai confiance. J'ai peur et j'ai confiance. Je ne stagne pas dans une des deux entités. Je les mélange, et au final, je finis par accepter les deux. Est-ce que ça répond à la question de Tiffen un peu sur le regard des autres? Alors, je pense que sur la partie regard des autres, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'âge? Parce que l'âge qu'on a, c'est le regard des autres, parfois, il est porté sur notre âge. Il peut être porté là-dessus. Elle se dit, on me considère trop âgé pour accéder au métier de développeur, qui, je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis, c'est un métier qui est plutôt c'est un secteur d'activité dans lequel il y a un certain jeunisme. On a les startups qui se créent et qui recrutent des dizaines et des dizaines de développeurs pour réaliser leurs produits, ont une moyenne d'âge de 25-26 ans dans les équipes. Donc, quand on est en situation de reconversion professionnelle et qu'on a déjà fait un métier avant, on est forcément un peu plus âgé que ça. On peut avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Alors, justement, tout à l'heure, je t'ai posé la question quel âge tu as et tu m'as dit d'après l'état civil, j'ai 49 ans bientôt. Oui. Mais il y a un moment, il faut arrêter de compter.
écoute bien, quand j'aurai 1 an, on montait de classe avec l'âge. Il fallait avoir ça à tel âge, il faut le permis à tel âge. On était élevé sur un monde de chiffres. Donc, on est enfermé derrière ces chiffres. Et que ce soit ce chiffre-là, ou le chiffre sur ton salaire, ou ton tour de poitrine, ou le chiffre sur ta balance, ou nous, les mecs, le chiffre dans notre caleçon, on est omnibulés par les chiffres. Arrêtons de mentir. Et à un moment, ces chiffres, ils nous condamnent, ils nous enferment. J'aimerais te dire, Tiffaine, que tu as l'âge que tu veux avoir. Maintenant, toi, arrête d'y croire. Quand ça coûte plus cher en bougie qu'en gâteau, il faut arrêter de compter. Ah, c'est pas mal ça, j'essaierai de m'en rappeler. Dis-là, c'est le secret. Quand ça coûte plus cher en bougie qu'en gâteau, il faut arrêter de compter. Donc, la première chose, encore une fois, accepte. Tu sais, là, il y a un truc très féminin, masculin. On dit que si l'homme, il vieillit comme le vin, moi, je sais que je suis beaucoup plus beau, je suis plus attirant, je suis plus masculin depuis mes 35-40 ans qu'à 25 ou 30 ans. Parfois, le corps de la femme, souvent elle, on dit qu'elle vieillit comme le lait. Donc les femmes, parfois, vous avez mis beaucoup sur l'apparence physique, sur la beauté. Je ne dis pas que vous n'avez pas travaillé puisque tu es développeuse. Hein. Je dis que la société, les canons de beauté ont tout mis sur la façade et l'extérieur. Donc forcément, quand la façade commence à un petit peu changer, eh ben, on perd de la confiance. Reviens sur l'intérieur. Ton âme n'a pas d'âge. Ta volonté n'a pas d'âge, ta motivation n'a pas d'âge, ton désir de croquer cette vie n'a pas d'âge. Donc il faut que tu t'automotives, toi déjà, à ne plus croire à ce chiffre. Tu ne le dis plus. Quel âge vous voulez que j'ai? Quel âge vous me donnez? T'as vu quand on est petit? T'as quel âge? C'est la même chose aujourd'hui, on se pose les mêmes questions. Donc la première chose, cesse d'y croire. La deuxième chose, opère un mode de fonctionnement jeune. Tu es entouré par des jeunes, intéresse-toi à leur musique, intéresse-toi à leur culture, intéresse-toi à plein de choses autres que l'informatique. Et enfin, la troisième chose, tu vas prendre une feuille et tu vas dire, tiens, mon âge que je vois comme un défaut, si c'était la meilleure option pour ce métier d'avoir de l'âge, si c'était le meilleur avantage d'avoir de l'âge pour ce métier, quel serait-il? Quelles sont les vertus de l'âge? L'expérience, la tempérance, savoir calmer, savoir, il y a plein d'avantages à l'âge. Tu saisis? Les jeunes, ils ont la fougue, ils courent partout. Il faut quelqu'un un peu qui pousse tout ça. On revient finalement à ce que tu disais au début, c'est-à-dire un défaut n'est pas un défaut si on le met dans le bon contexte. Quoi, Bien sûr, j'ai une de mes clientes il n'y a pas longtemps, une maman qui avait fait une pause de 2 ans ou 3 ans pour s'occuper de ses gosses et qui avait une hantise pour reprendre le boulot. Et quand elle a repris un nouveau boulot, tu sais ce qu'elle leur a dit? Depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus patiente, j'atténue mieux les conflits, j'ai une meilleure écoute de mes collaborateurs. Et effectivement, en plus, j'ai 10 ou 15 ans de plus qu'eux. Donc moi, ils ne me désirent pas, ils n'essayent pas de me faire manger à la cantine pour me sauter. Moi, quand ils viennent me voir, ils me parlent des problèmes de la boîte, de leurs trucs, et on les règle. Et quand ils passent 1 heure avec moi, vous m'envoyez un petit garçon, je vous en renvoie un homme. Écrit sur une feuille, si mon âge, c'était le meilleur cadeau, la meilleure option, à chaque fois que mon âge m'a apporté une solution, quelle était-elle? À chaque fois que j'ai eu un problème, combien de fois je suis allé chercher un plus âgé? Et là, tu vas présenter, oui, monsieur le recruteur, je sais que vous pensez que mon âge est un frein. Et si on voyait ça autrement un instant? Tu vois? Et de le présenter. Super, merci beaucoup Aurélien. Mais la première chose, c'est que toi, tu ne le vibres plus. Tant que tu te vibres, moi, comme je le disais souvent, quand je me voyais comme un noir, là, souvent, on me traitait comme un noir. Quand je me voyais comme un mec de banlieue, on me traitait comme un mec de banlieue, et les portes des grandes entreprises étaient fermées. Depuis 10 ans que je suis un être humain, toutes les portes s'ouvrent. Et quand les portes se ferment, ce n'est ni à cause de ma couleur, ni à cause de mon âge, ni même à cause de ma valeur, c'est que c'est pas là que je dois être. On n'a pas à faire ensemble. Donc, je ne vais pas forcer cette porte, je vais ailleurs. Changez vos croyances, notamment là-dessus sur l'âge, la fraîcheur, la vitalité. Tout ça, ce n'est que le trait de comment tu penses, comment tu agis et comment tu manges. Super, merci beaucoup Aurélien. Avec plaisir. Bon, les vieux, vous vous sentez mieux ou pas? Il y a d'autres vieux ou pas là? Je pense que Tiffaine a eu beaucoup de courage à poser cette question parce qu'elle ne doit pas être Bien sûr, merci Tiffaine. Bien sûr. Donc je pense qu'elle a sa réponse et pas qu'elle. J'ai une autre question pour toi Aurélien, de la part de Inès. Avec plaisir. Ouais. Je vais vous faire un peu un bruit de trompette là. Vas-y, je t'en prie. J'essaie de boucher le micro, tu vois. Mais... N'écoutez pas. Voilà, faites comme s'il n'y avait rien. Et on a le droit d'être malade, on a le droit d'avoir un rhume. Et c'est ça. Alors, j'ai une question de la part de Inès pour toi Aurélien. Elle se demande comment est-ce qu'on sort de la zone de confort. Comment tu parlais tout à l'heure de se mettre des grosses claques. Comment on se met des grosses claques pour sortir de la zone de confort? Moi, j'ai dit ça, moi. Rien en bobine, hein. Ah non, elle a peut-être interprété. Se secouer, alors. Ouais.
Comment on se sort de la zone de Non, confort? pardon, j'ai mal lu. Non, non, pardon, Inès, j'ai mal interprété. Non, c'est pas ça la question. C'est dit comment est-ce qu'on sort de la zone de confort? Ça, tu en as Ok. parlé. Par contre, c'est sa proposition à elle. C'est quoi? C'est on se met des grosses claques pour sortir de la zone de confort ou bien comment? Inès, est-ce que tu as envie de te mettre des claques? Même dans les zoos, même les dresseurs de fauves, des animaux les plus dangereux, ils ont compris que ça marchait plus. Toute victoire acquise par la force est de courte durée. Et j'ai mon corps qui peut en attester. Je l'ai soumis à tout, je l'ai cassé. Alors donc No non, pain, Inès, c'est pas en se mettant des grosses claques. no pain, no gain. Faut que tu le mérites. C'est pas facile la vie, ma pauvre fille. Il va falloir que t'en chies pour y avoir. Faut trimer pour y arriver. Il n'y a rien de facile. La vie est un combat. Il faut se battre. Il faut lutter. T'as vu le résultat de ça? À quel prix? On transforme tout en lutte. On est épuisé. On se rend compte, notre mental, notre ego, il se trouve des combats imaginaires pour se vanter de les avoir vaincus ou pour se plaindre de les subir ou pour les raconter aux autres. C'est un faux schéma mental. La vie, elle est association. Regarde, tout fonctionne dans la nature en collaboration. On le sait aujourd'hui, tu dois collaborer avec cette partie de toi qui procrastine, qui aime son petit confort. Faut que tu l'aimes, cette partie. C'est elle qui te rend douce, cocoonée, à avoir certainement un intérieur cosy, à savoir prendre du temps pour te reposer. Et cette partie-là, elle n'est pas suffisante pour te booster et sortir de la zone de confort. Pour sortir de la zone de confort, comme tu l'as dit, il y a un verbe d'action, sortir. Inscrivez-vous à des activités qui vous font flipper. Tu as peur de prendre la parole en public, va faire un cours de théâtre. Tu as peur de l'eau, va faire un cours de natation. Tu as peur des chevaux, lâche au bois de Vincennes, viens à l'UCPA, il y a des chevaux, va caresser. Donnez-vous tous les jours un petit défi qui n'a rien à voir avec ton boulot. Il faut que tu transcendes quelque chose dans un domaine où tu n'es pas à l'aise. Tu ne sais pas cuisiner, ce soir, va sur Internet, va faire une recette, va chercher des plats et cuisine ton premier plat. Transcender, sortir de sa zone de confort, c'est agir. C'est se proposer une date, un événement en sachant que j'aurai besoin d'être accompagné, que j'aurai besoin d'être formé, que peut-être devant la porte, je vais dire non. Il est là le secret. Trouvez-vous des petits défis du quotidien. Tu parles à personne dans le bus? Jamais? Eh bien, aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Waouh! D'habitude, je dis jamais bonjour au chauffeur du bus. Là, je vais lui dire bonjour. Il y a un mec dans la promo, je ne l'ai jamais calculé. Ce midi, c'est à lui que je vais parler. Aller dans l'inconnu. Je m'arrête un arrêt avant la maison, que ce soit bus ou tramway. Je m'arrête un arrêt avant et je marche. Peut-être que sur le chemin, il y a quelque chose pour toi. Je vais au restaurant comme d'habitude, je ne demande pas la même table. Je prends la même carte et je demande un plat que je n'ai jamais goûté. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il va falloir que tu changes quelque chose dans ta vie. Une petite chose. Une toute petite chose qui va avoir des gros effets. Allez voir dans vos phobies la peur du noir, la peur de la hauteur, la peur de l'effort, la peur de la chute, la peur du froid, la peur des chaleurs intenses. Allez vous lancer. Tu n'as jamais tenu plus de 5 minutes dans un sauna, va tenir 7 minutes. C'est le succès qui nourrit la confiance. Quel que soit ce succès, tu saisis ou pas? Si je suis très fort, moi, quand, par exemple, je ne suis pas bon dans le ménage, j'aime pas à la maison, ça me saoule. Dès que j'ai fait une pièce, c'est tellement une contrainte pour moi, je fuyais tellement que ça me procure une sensation de force et de confiance qu'après je peux dupliquer dans autre chose. Va te chercher des défis dans quelque chose de sensoriel, dans tes phobies de gamin. Va devenir cette aventurière courageuse, ce pirate, cette guerrière, cette Lara Croft. Va faire un mud day, va faire un cours de boxe avec moi, va te retrouver à genoux en sueur, à dire putain, j'en peux plus, et je vais te faire te relever à chaque fois. Et à l'après ce cours de boxe, tu ne retoucheras plus jamais à la boxe. Mais chaque fois que tu en prendras une devant ton écran, tu feras c'est tout ce que tu frappes, toi. Mais ma petite soeur, elle frappe plus fort. C'est quoi ce moi, j'ai boxé avec du hard, qu'est-ce que tu me fais là? Non, mais frappe plus fort, parce que là, je rigole. Vous saisissez? C'est pas dans ton domaine de prédilection que tu vas grandir, c'est dans les étapes à côté. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Dans l'amour, le rapport à l'argent, le rapport avec tes parents, ce je t'aime que tu as envie de dire à ton père ou à ta mère, parce que son père l'a jamais dit, son grand-père l'a jamais dit, son arrière-grand-père dans les tranchées l'a jamais dit. Qu'est-ce que tu attends pour le dire, toi, pour transcender ta famille? Il est là le secret. Challengez-vous sur un truc qui n'a rien à voir avec ton bilan professionnel, sur ta vie à toi. Et là, si oser, ça peut causer une seconde d'inconfort,
Ne pas oser, c'est de l'inconfort toute ta vie. Aurélien, tu me vois des fois regarder vers mon écran, c'est parce que je vois toutes les personnes qui Les disent des réactions. trucs super par rapport à ton discours. Et donc, Partage-moi-en quelques-uns, s'il te plaît, autre que des questions. Partage-moi ce qu'ils disent un peu. franchement, ils adorent, hein. Ils sont super. Enfin, c'est pas évident pour toi qui est. T'es là, t'es tout seul, tu me vois moi. Et à côté, il y a des dizaines de personnes qui sont en train de nous écouter, de t'écouter surtout, et qui sont super emballées par ce que tu racontes et qui vont complètement dans ton sens. Donc, je tenais à le partager avec toi. Merci parce que beaucoup. tu le sais pas. J'ai une nouvelle question. Alors, en fait, ça me fait penser à une question que j'avais moi aussi préparée pour toi. Je vais d'abord poser la mienne dans ce sens-là, et après je vais poser la question de Marjorie. Alors, les personnes qui nous écoutent sont dans un travail d'accroissement de la confiance en eux. Donc, D'accord. ils essayent, en t'écoutant, en travaillant sur eux-mêmes, en lisant des choses, etc., d'accroître la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est logique, d'après toi, que dans un contexte d'accroissement de la confiance en soi, eh bien, on aille chercher de l'aide à l'extérieur, on demande de l'aide, on demande des conseils? Est-ce que c'est pas paradoxal, d'après toi, de se dire je veux augmenter ma confiance en moi, donc par définition, je n'ai pas besoin des autres, je vais me débrouiller tout seul. Voilà, donc ça c'est un peu la question telle que moi je l'avais dans la tête. Et puis Marjorie te demande, est-ce que toi tu t'es entouré de mentors? Oui. Eh ben, la première chose, on va répondre globalement, tu n'es rien sans les autres. Point barre. Pour venir sur cette terre-là, moi je me suis fait tout seul. On le dit des fois quand on est un peu en colère. Ah, moi je me suis fait. Que tu t'es auto-fait l'amour et tu t'es fabriqué en tant qu'être humain. Non, tu as au moins eu un père et une mère. Tu vois, tu as eu deux géniteurs. Hein. Même si c'est que 3 minutes un soir bourré. Hein. Ils s'y sont mis à 2 pour te faire déjà. Plus plein d'aides diverses. Donc la première chose, c'est avec la grande difficulté pour notre mental et notre ego. Oui, tu es interdépendante des autres et de tellement de choses. Allez, moi j'ai besoin de personne, coupe l'oxygène pendant 3 minutes là. Sois autonome d'oxygène, 3 minutes tu tiens. Sois autonome d'eau, 1 semaine tu tiens. Sois autonome d'aliments, 40 jours tu tiens. Ok? Maintenant, tu vas être autonome d'empathie, de compassion, de douceur, de félicitations, d'encouragement. Les enfants à qui on a privé de tous ces élans d'amour ne survivent pas. On a pris des bébés, il y a très très longtemps dans un orphelinat, qu'on a dit aux sages-femmes, vous ne leur donnez que à boire, que à manger, vous les changez, pas de mots, pas d'encouragement, on va voir quels adultes ils deviennent. L'expérience a vite tourné, ils sont tous morts. Hein. Oui, tu es dépendante des autres. Et nous revenons sur l'équilibre, une question de dosage. Jusqu'à l'âge de 14 ans, en gros, j'écoute tout le monde. Après 14 ans, la révolte de l'adolescence, je n'écoute plus personne. Et après, je fais une synthèse des deux. Alors oui, fais seul tout ce que tu peux faire seul. Et pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à un moment, tu obtiendras des réussites. Et à un moment, quand tu vas te sentir fort ou forte, performant, à quoi ça sert de le garder pour toi? Il faut que tu le partages à d'autres. Tu vas à ton tour le partager à d'autres personnes. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Si tu es autonome, souvent, c'est pour un projet personnel. Dès que tu vas vouloir faire quelque chose de plus grand, tu as besoin d'une autre personne. Donc, reconnais qu'il y a des compétences que tu n'as pas et que tu n'as même pas à avoir, puisque les autres les auront pour toi. Si un jour on se réunit dans une salle, tous ensemble, et qu'on fait une visio, je te dirais, Dario, trouve-moi quelqu'un pour brancher l'ordinateur, trouve-moi quelqu'un pour mettre la clé USB là-dedans, et dis-moi juste sur quel bouton je dois appuyer, parce que sinon je fais une jaunisse. Et l'un d'entre vous se dira, ah ouais, moi je connais, il se fera un plaisir de se lever et de me brancher l'ordi et de le faire, vrai ou pas? Bah oui. Quand tu ne sais pas faire, tu permets à l'autre d'être utile. Quand tu n'es pas capable, tu permets à l'autre de prendre sa place. C'est facile d'être au-dessus. Je t'aide, je te donne, je te guide. La main qui donne, elle est toujours au-dessus de la main qui reçoit. On n'aime pas être la main en dessous. Donc on préfère parfois se priver. Je fais seul, c'est complètement faux. Ce téléphone, cet ordinateur, combien de personnes ont contribué pour qu'il arrive sur ton bureau? Le repas que tu manges, l'eau qui coule dans les tuyaux pour arriver chez toi, chaque pas que tu fais sur le béton, combien de personnes ont contribué pour que tu puisses vivre cette vie sans même que tu saches qui c'est? Nous sommes un puzzle, une espèce de maille de toute l'humanité, et ça ne marche que si chacun prend sa place. Notre civilisation trop égoïste, elle a voulu faire de nous qu'on se détache des autres, parce que demander de l'aide, c'est être faible, c'est ne pas être autonome. Non, c'est reconnaître ses fragilités et la toute-puissance de l'association. Une personne se crée,
elle trouve une autre personne pour créer bien souvent un couple ou une amitié. Ils se reproduisent pour former une famille qui forme un village, une communauté, une tribu, une ethnie, une ville. Ça part de là. Une fois que j'ai fait mon développement personnel, une fois que je suis un individu équilibré, qui connaît mes parts d'ombre, une fois que je sais où je veux aller, mais ça servira à quoi si ce n'est pas pour le mettre au service d'un groupe? C'est le but même de la vie. C'est super. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de répéter à longueur de journée. La formation qu'on propose au CLOC, c'est une formation de groupe. C'est une formation qui est à distance, mais c'est une formation de groupe aussi. C'est ça un peu l'originalité aussi de ce qu'on propose. Ouais. Et on ne conçoit pas un parcours où on se construit dans un nouveau métier tout seul, coupé du monde. Et on le fait forcément dans une démarche de groupe. Donc, bien sûr. Donc oui, moi j'avais des mentors qui étaient mon entraîneur, les anciens champions de ma salle. Et chaque personne à la salle, il y en a un qui me fait boxer avec les poings. Il y en a un qui me fait travailler le corps à corps, il y en a un qui vient courir avec moi, il y en a un qui a la muscu, il y en a un qui va me chercher ma protéine, il y a les sparring, le public, les fans, ma mère qui me fait mon short, ma sœur qui va s'assurer que j'achète fruits et légumes, la mère de mes enfants qui dit hey, je vais dormir chez maman 3 jours avant parce que sinon tu vas pas te retenir de niquer, t'as dit qu'il fallait pas niquer avant le combat, donc tu vois, tout le monde collabore quoi. On en met un là-haut, mais il y a combien de personnes qui en plus sont heureuses d'être là, elles ne veulent pas cette place là-haut, parce que là-haut, il y a les critiques, il y a les jugements, il y a tout ça, et tout le monde ne la veut pas, cette place. Par contre, en allant là-haut, tu peux permettre à plein de personnes de monter avec toi. Je vais te donner cette belle image. Regardez, on est combien sur le site, là, Dario, là, aujourd'hui, là ? Là, aujourd'hui, on a 80 personnes qui nous regardent. On a 80 personnes. Imaginez les 80, chacun, on voit une colline, une montagne, et on se dit, vas-y, on va la gravir aujourd'hui, d'accord ? Et tout seul, tu fais ton baluchon, tu prépares ta bouteille de champagne ou ce que tu aimes bien boire pour célébrer, tu le mets dans ton sac et tu marches. Tu crapahutes, tu galères, tu te perds, c'est dur, tu montes et tu arrives en haut. Waouh! T'es content. Tu sors ta petite boisson, ta petite coupe, tu te bois ton petit truc. Ah, c'est bon, hein? Imagine maintenant, si tu avais fait la route avec un ami, que vous étiez tombés ensemble, vous vous êtes relevés ensemble, vous êtes arrivés en haut ensemble, et là, vous sabrez le champagne, et vous sabrez la même marque, la même bouteille, à la même température. Est-ce que le champagne, il n'aura pas un autre goût quand nos 2 verres vont faire cling-cling et que je vais voir dans les yeux de l'autre? La vie, elle sert à être partagée. Bien sûr que oui, il y a des mentors et embarquer avec vous des aventures. Et maintenant, dissocier, est-ce que je suis interdépendant ou dépendant? Si mon premier réflexe est de demander de l'aide en premier, c'est complètement infantile. Le partage sert à ça. La réussite, elle ne sert qu'à, tu sais, l'intérêt d'être en haut par rapport à un autre individu, ça n'a qu'un intérêt d'être au-dessus d'un individu. C'est de lui tendre la main pour l'inviter à se relever. Ça sert qu'à ça. Et tout ce qu'on utilise notre énergie à autre chose, on se détruit, on s'abîme. Fantastique. Fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien. J'ai une question que je voudrais te poser. Ouais. Bon, parce que les échecs, ça peut arriver, malgré toute la confiance en soi qu'on peut avoir. Et donc, si on est un candidat à une offre d'emploi et que on a fait tout ce qu'on a pu, et puis on se voit malgré tout refuser un poste par ce recruteur. Oh, les salauds! Voilà. Quel coup tu suggères? Plutôt avec les pieds, avec les mains? Comment le… Eh bien, écoute, Dario, vous avez vu jusqu'à présent, ça fait une petite heure qu'on est ensemble, tu as vu que j'étais surprenant en tout point. Eh bien, si tu veux bien, je vais continuer à l'être et on va réétiqueter. Est-ce que vous connaissez Rudyard Kipling, qui est un écrivain qui a fait un super poème qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », qu'on appelait « if » en anglais, « si ». Si tu sais rencontrer victoire après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, tu seras en paix. Alors que dans la vie, tout n'est que représentation. La victoire et la défaite, l'échec et la réussite ne sont que des conceptions de notre mental binaire d'une société poussée à la compétition à outrance, où il valait mieux être du côté des gagnants. Rapidement, je vais te l'illustrer, regarde bien. Ça parle toujours plus simple avec une action. On va parler de résultats, d'accord? Voilà, j'ai une bouteille que je souhaiterais poser sur cette table, d'accord? J'essaie de voir le plan, je ne capte pas bien. Vous la voyez là? Ouais. Vous la voyez? Ouais. Ok. Yes, j'ai réussi à la faire tomber. C'est une réussite. C'est un résultat. J'ai eu une pensée, poser ma bouteille sur la table, suivi d'une action,
Mon action était pas adaptée, j'ai pas été vigilant, donc le résultat était que la bouteille tombe. C'est un résultat. Maintenant, est-ce que ce résultat me convient d'avoir la bouteille par terre? Non, c'est pas pratique. Pour boire, j'aimerais qu'elle soit là. Donc, je me recentre et je me dis quel résultat je veux obtenir précisément. Je veux que la bouteille soit sur la table. Donc là, à ce moment-là, je reprends la même pensée et je reprends une même action à laquelle je change quelque chose. Je mets un peu de précision, un peu de patience. Je ralentis mon geste. Je me redresse, je la décale de quelques centimètres et yes, j'ai réussi à la faire tenir. Prends le temps, c'est chamboulant. Qu'elle soit sur la table ou qu'elle soit par terre, c'est un résultat. Pensée, émotion, action, résultat. Est-ce que le résultat que j'obtiens me rapproche de mon objectif? Non. C'est ce que j'appelle une erreur. Et dans ce cas, j'arrête immédiatement et je change pour avoir un résultat qui me rapproche de mon objectif. Maintenant, avec le mot erreur, échec, raté, planté, quelle vibration j'ai? J'ai envie de sauter? J'ai envie d'y retourner? Non, ce sont des mots qui m'enferment. Je suis mauvais, je n'ai pas été bon, je me flagelle pendant une demi-heure et après m'être flagellé, j'en sors. Cessez de vous flageller. Est-ce que ce que tu as fait te rapproche de ton résultat? Oui, continue. Non, change quelque chose. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Changez l'action. Pigé. Pigé, pour ma part. Donc, ces personnes qui ne voulaient pas de toi, parfait. Si l'univers ne te donne pas encore ce que tu veux, c'est pas que tu le mérites pas, c'est que tu mérites mieux. Il y a mieux pour toi. Il y a un boulot plus adapté. Ça correspondait pas. Il y a un match qui se fait pas. Ne forcez pas les choses. N'allez pas contre les... Remercie ces personnes. Merci de m'avoir fait gagner Donc pas du de temps. coups, hein, ni avec les pieds, ni avec les mains. Non plus. Ok. Non plus. Ou à la salle seulement. À la salle s'ils sont d'accord. Ok, super. Merci Aurélien. Donc tu sais ça, ce qui est génial avec ça, c'est que ça enlève la culpabilité, qui est la genèse de tous nos problèmes. J'ai raté, je me suis planté. Quand quelqu'un me dit je me suis planté, je dis ben, ça tombe bien que tu te sois planté, parce que tu es une graine. Et une graine, pour que ça pousse, il faut qu'elle se plante. Les graines qui volent, les graines qui ne sont pas denses, qui ne se plantent pas, elles sont mangées par les oiseaux, elles pourrissent. Les graines qui se plantent, elles donnent des baobabs, elles donnent des chênes, elles donnent des rosiers multiséculaires. Plantez-vous. Message reçu. Super. J'ai une dernière question pour toi, Aurélien. Avec plaisir. Enfin, une dernière. Après, s'il y en a d'autres, on verra. Mais en tout cas, moi, j'en ai une dernière. Je voudrais parler un petit peu de la progression, de se projeter dans une situation où on a atteint un objectif et puis on ne veut pas se reposer sur ses lauriers, s'arrêter là, on veut continuer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que une situation dans laquelle tu as dû te trouver dans ta carrière sportive et pas que. À quel moment on reconnaît que ça y est, on a atteint cet objectif et je ne sais pas comment on actionne ce déclic qui nous fait dire « Ok, ben maintenant, objectif suivant et je ne me repose pas sur mes lauriers ». Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans cette situation-là et qu'on a atteint l'objectif et qu'on doit continuer? On doit continuer. Écoute, j'entends plein de questions dans ce que tu dis là, parce que donc il y a déjà la première phase, effectivement, d'avoir accompli quelque chose une première fois, et le succès nourrissant la confiance. Et pour continuer l'histoire de tout à l'heure, une fois que tous les deux, on sera en haut de la montagne qu'on a escaladée, qu'on a trinqué à deux, on n'aura qu'une envie, c'est regarder les autres sommets pour y retourner. Donc l'être humain est un être de croissance, de développement. Tu es comme une plante verte, tu es là pour développer ta confiance, ton corps physique, ton intelligence, tes finances, ta compassion, ta colère. On est là pour développer des choses. Donc c'est dans l'ordre naturel. Maintenant, on a oublié une grande chose, c'est le repos et la célébration. Les boxeurs, 3 minutes d'effort, 1 minute 30, je suis assis, on me masse, on me donne à boire, on me détend les jambes, on me fait de l'air. Pourquoi? Parce que je suis meilleur quand je suis bichonné. Si je restais debout sans boire et tout, le round d'après, je serais moins bon, le public serait moins satisfait. Les sportifs, les déterminés, les champions sont ceux qui s'entraînent le plus, oui, et souvent sont ceux qui se reposent le mieux. Massage, soins, ne négligez pas le bien-être. En Thaïlande, ils m'appelaient boxing make-up. Je pouvais taper au sac, être le dernier, me déchirer les mains, les pieds, mais je mettais ma crème hydratante sur ma peau avant de sortir en ville. Je mettais ma crème hydratante sur mes tibias. Résultat, 124 combats, j'ai eu les tibias ouverts une seule fois.
Tous les boxeurs taillent souvent les tibias ouverts parce que la peau est sèche. La peau sèche craque, comme les lèvres. Donc, les petits soins, la première chose. Et la deuxième chose, ce qui te confirme que tu as obtenu un résultat, c'est la célébration. Les bébés aveugles font ça. Lever de la victoire, même que ça soit une seconde, une minute, on ne célèbre plus. Ce qui avant validait l'obtention de quelque chose, c'était la célébration. Le diplôme, le BEPC, le bac, le diplôme de flûte, n'importe quoi. On avait un truc qui disait « ça y est, tu l'as ». Et pour sentir que tu l'as, on va te mettre de la joie, on va te mettre de la fête, la tête de maman qui rigole, l'odeur de ton gâteau, la musique, Pépé Pitou qui a débarqué de je sais pas où, ta fiancée qui a mis sa petite robe pour montrer. Il y avait une célébration qui disait « ça y est, c'est validé ». Passe à autre chose. Si tu supprimes les attentions, la douceur, le repos, le soin pour ton cerveau, moins de sucre, plus de végétaux, moins de boissons bizarres, plus d'eau, des respirations complètes pour bien que ça passe dans les sinus, si tu fais pas ça, il va souffrir. Et tu vas demander plus de souffrance. Tu vas penser que tu le mérites que si tu souffres, que tu le mérites que si c'était dur. Alors que c'est faux. Repos et célébration. Chaque victoire, on la célèbre. Chaque réussite, que ce soit un nouveau client, avoir fait ma vaisselle, être arrivé à l'heure, yes. J'ai appris ça à mes enfants. Yes, cet ancrage. Parce que l'ancrage, oh putain, je suis nul. Oh merde, j'ai encore raté, c'est un ancrage aussi. Donc l'idée, c'est ça. Remets de la célébration et permettez-vous, regarde, on reprend l'image de la montagne, on est monté, d'accord? Waouh, waouh, on a kiffé, on a célébré là-haut, et après, qu'est-ce qui se passe? Ah zut. Aurélien, est-ce que tu es avec moi? Ah, on a perdu Aurélien. Bon, alors on va essayer de le retrouver. Ah, on l'a retrouvé. Ah, pardon. Aurélien. Ouais, j'ai eu un appel et j'ai renvoyé vite fait. C'est bon? C'est pour ça. Ok, on t'a retrouvé. Merci. Donc, what goes up must go down. Ton cœur, tic, 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 tic. Ton électroencéphalogramme, tic, 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 tic. Et tu voudrais que ta vie, elle soit comme ça tout le temps? Mais tu vas où, là? Ou comme ça? T'imagines? Chaque fois que tu es monté, que tu as eu l'euphorie, l'enthousiasme, le défi, il y a une phase de tempérance, digestion, ennui, inquiétude, questionnement, quête de sens, nouveauté, on y retourne. Tac. À chaque réussite, derrière arrivera, c'est le paradoxe même de l'humain. Je désire de l'eau, d'accord? Comment je peux désirer ce que j'ai déjà? Une fois que tu l'as obtenu, ça n'a plus de valeur. C'est la quête qui nous met en avant. Combien d'objets tu as laissé, combien de diplômes, pour combien de partenaires sexuels tu t'es battu, tu les as plus aujourd'hui, tu les as oubliés. Rappelle-toi ce que tu as fait à l'époque pour avoir un bonbon, pour avoir ton jouet, pour avoir cet appartement. Et à un moment, ça passe. L'impermanence des choses. Et chercher, dès que quelque chose est nourri, prendre un moment pour célébrer. Printemps, été, automne, hiver. Rien ne pousse. On ne peut pas cultiver la terre. Les animaux dorment en hiver de mars, de novembre à mars, avril, ils ne poussent rien. Les ours les plus forts de la terre, ils hibernent. Il y a des moments dans la vie où la nature ne produit rien. Et nous, on voudrait produire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Waouh! On n'est pas un peu prétentieux, non? Du repos, de la tempérance et aussi des moments d'inactivité, d'improductivité pour justement, quand le moment va arriver, tu seras reposé. Si tu es toujours en quête, en speed, quand la vraie épreuve va arriver, tu seras épuisé. Super Aurélien. Merci Dario. Merci infiniment. Merci. Je crois que le temps qu'on s'était donné est écoulé. Alors, vraiment un grand merci de la part de toutes les personnes qui ont regardé, qui nous ont envoyé plein de super commentaires. Yes. Alors déjà, on va pouvoir voir et revoir déjà cet échange. Merci, je le partagerai aussi. Ouais. Voilà, donc on le reverra sur Facebook. Et je pense que c'est important parce que il fallait lire entre les lignes. Tu as une manière de t'exprimer qui est hyper métaphorique et qui dit beaucoup de choses. Il ne faut pas forcément s'arrêter au sens premier des mots que tu prononces, mais il faut faire un petit travail de « Ok, il a dit ça, comment est-ce que je transpose ça du coup dans ma situation ?» Et du coup, j'invite toutes les personnes qui ont regardé à re-regarder cet échange-là et s'arrêter et puis
mettre pause et à ce moment-là se dire qu'est-ce que ça veut dire dans ma situation, qu'est-ce que ça veut dire dans mon contexte. Moi, je pense que c'est un exercice qui est super intéressant. D'ailleurs, avec ta permission, je te le demande maintenant en direct, on fera peut-être une petite synthèse écrite, on écrira peut-être un article sur les choses que tu nous as dites, parce que avec justement, plaisir. pour nous permettre du coup d'intérioriser, de permettre à chacun d'intérioriser tout ce que tu nous as livré. Alors, merci infiniment Aurélien. Je te dis au revoir et puis évidemment, je te dis au revoir sur le live, mais évidemment, on se rappelle après, Attends, on prendra le temps d'en discuter. Bah écoute, merci aussi Dario, merci pour cette grande ouverture d'esprit. Ce monde est en train de changer et merci d'être de ceux qui donnent la parole à des modes de pensée différents. J'habite à Paris, j'habite pas dans un ashram ou dans une grotte ou je sais pas où. J'ai des impôts, j'ai des gosses, je vis là tous les jours et donc c'est possible. C'est peut-être ça qui a fait que vous y croyez. En tout cas, merci vraiment pour cette ouverture d'esprit. Et je voulais aussi vous dire que voilà, moi je travaille en tant que coach, en tant que conférencier, j'interviens beaucoup bénévolement, j'adore ça. Dès qu'une école, quelqu'un, il y a un nœud quelque part, j'y vais. Donc si vous avez des idées de structure où me faire intervenir, j'ai une plaquette que je pourrais vous partager. Super. Tu as un site internet, quelle est l'adresse de ton site ? Alors, le site internet, il n'est pas très en activité. Vraiment, tapez Aurélien Duhart et je suis plus actif sur mon Facebook et sur mon comment on dit, LinkedIn et sur Insta. Voilà. Ensuite, on rentre en relation. Partagez cette vidéo et puis, merci. Si tu sens que ça t'a fait du bien, que tu es un peu nourri, que tu es un peu boosté, je te propose, comme l'a dit Dario, là, de noter un mot, de noter une idée, d'y revenir après et puis surtout d'aller en parler à chaud là, à quelqu'un. Super. Merci beaucoup Aurélien. Je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao. Merci. Bon, et bien voilà, c'est la fin du live. Du coup, on va terminer. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, on les a pas forcément réussi à toutes les passer. Le temps était limité. Mais voilà, on aura certainement d'autres occasions de revenir dessus. Et puis, pourquoi pas, s'il y a des questions, vous avez vu, on peut les poser aussi. Enfin, on peut trouver facilement Aurélien du coup sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à le contacter aussi directement. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente après-midi. Et je vous dis du coup à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde, au revoir.